Alors que j'étais en train d'accoucher, mon mari m'a envoyé un message, nous devrions nous séparer. 24 heures plus tard, je suis rentré chez moi, désormais mère célibataire. Pendant que j'accouchais de notre fils, mon mari signait des papiers de divorce et s'emparait de tout ce que nous possédions. Je ne le savais pas à l'époque. J'ignorais qu'il avait déjà vidé notre compte d'épargne. J'ignorais qu'il avait transféré notre voiture. J'ignorais qu'il avait caché des documents, déplacé de l'argent et planifié chaque étape alors que j'étais trop enceinte pour m'en rendre compte. Tout ce que je savais, c'est que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, agrippant les draps, attendant que les hommes que j'aimais franchissent la porte. Mais Arthur n'est jamais venu. Pas quand les contractions se sont aggravées. Pas quand l'infirmière m'a demandé si elle devait appeler quelqu'un. Pas quand notre fils a poussé son premier cri. Et pas quand j'ai serré ce petit bébé contre ma poitrine en murmurant « Ton papa sera bientôt là ». J'avais tort. Il ne viendrait jamais. 2 semaines plus tôt, je pensais encore avoir un mariage heureux. Je m'appelle Adèle. J'avais 35 ans, j'étais enceinte de 8 mois et je travaillais comme infirmière dans un petit hôpital de province. Je n'étais pas riche. Je n'étais pas spéciale. J'étais juste une femme qui essayait de construire une vie normale avec l'homme que je croyais m'aimer. Arthur et moi étions mariés depuis 6 ans. Nous avions une petite maison avec un robinet de cuisine qui fuyait, une voiture d'occasion que nous finissions encore de payer, et une chambre de bébé peinte en bleu doux parce qu'Arthur avait dit que notre fils devait se réveiller entouré de la couleur du ciel. Du moins, c'est ce qu'il disait. À l'époque, je croyais chaque mot. Le dimanche matin, il préparait des crêpes pendant que je m'asseyais à table, les pieds enflés et une tasse de thé que j'oubliais toujours de boire. Il riait quand le bébé donnait des coups de pied. Il posait sa main sur mon ventre et disait « Il est fort ». Et je souriais parce que je pensais que nous étions heureux. Je pensais que nous étions en sécurité. Je pensais que la partie la plus difficile de ma vie serait d'apprendre à devenir mère. Je n'avais aucune idée que la vraie douleur m'attendait déjà. La chambre de Noé était presque prête. Il y avait un berceau près de la fenêtre, une petite commode blanche, un fauteuil à bascule que j'avais acheté d'occasion et nettoyé jusqu'à ce qu'il paraisse neuf. Sur le mur, Arthur avait accroché de petites lettres en bois épelant le nom que nous avions choisi ensemble, Noé. Je me souviens d'être resté dans cette pièce une nuit, pliant des vêtements de bébé qui sentaient le détergent et l'espoir. Arthur se tenait derrière moi, ses bras autour de ma taille. Il m'a embrassé le côté de la tête et a dit « Tout va être parfait ». Cette phrase me reviendrait plus tard. Non pas parce qu'elle était douce, mais parce que c'était un mensonge. À l'époque, je ne le voyais pas. Je ne voyais pas comment il avait cessé de me regarder dans les yeux. Je ne voyais pas comment il gardait son téléphone face cachée. Je ne voyais pas comment il avait commencé à prendre des appels dans le garage. Je me suis dit qu'il était stressé. Son entreprise traversait des changements. Une nouvelle directrice régionale venait d'arriver. Une femme nommée Claire Dubois. Arthur la mentionnait beaucoup. Au début, avec désinvolture, puis constamment. Claire voulait ceci. Claire disait cela. Claire avait une nouvelle stratégie. Claire était impossible à impressionner. Claire avait besoin qu'il reste tard encore. Je n'aimais pas à quelle fréquence j'entendais son nom, mais j'étais fatigué. La grossesse avait rendu tout plus lourd. Mon corps, mes pensées, ma peur. Alors, quand Arthur rentrait tard, je me disais qu'il travaillait dur pour nous. Quand il manquait le dîner, je me disais qu'il essayait de subvenir aux besoins de notre bébé. Quand il oubliait un de mes rendez-vous médicaux, je me disais qu'il était sous pression. Ce fut ma première erreur. Je continuais à justifier les choses qui me faisaient du mal parce que je voulais que ma famille survive et parce que je croyais toujours qu'Arthur voulait la même chose. Mais en y repensant maintenant, les signes étaient partout, les nuits tardives, le téléphone verrouillé, les mots de passe soudains, les relevés bancaires manquants, la façon dont il me souriait dans la chambre de Noé, puis devenait froid dès qu'il entrait dans le couloir. Je ne savais tout simplement pas encore ce que ces signes signifiaient. Je pensais que mon mari s'éloignait. Je ne savais pas qu'il était déjà parti. En y repensant maintenant, je peux identifier le moment exact où quelque chose en moi a commencé à clocher. À l'époque, je l'ai ignoré. Comme la plupart des femmes le font quand elles veulent désespérément croire que tout va bien. C'est arrivé un jeudi après-midi. J'avais un rendez-vous prénatal prévu à 15 heures.
Arthur avait promis de m'y retrouver. Il avait assisté à presque tous les rendez-vous précédents. Pas tous, mais suffisamment pour que je n'imagine jamais qu'il cesserait de se présenter. Je suis arrivé 20 minutes en avance. La salle d'attente était bondée de femmes enceintes et de maris nerveux. Certains se tenaient la main. Certains se disputaient sur les prénoms de bébé. Un homme portait 3 sacs parce que sa femme refusait de porter quoi que ce soit. Je me souviens leur avoir souri, puis avoir vérifié mon téléphone. Aucun message. Aucun appel. Rien d'Arthur. J'ai attendu. 5 minutes. 10 minutes. 15 minutes. Finalement, je lui ai envoyé un message, « Tout va bien ?» Pas de réponse. L'infirmière a fini par appeler mon nom. Je suis entré seul dans la salle d'examen. Encore une fois, je me suis dit que ce n'était pas grave. Les adultes manquent des rendez-vous. Les gens sont occupés. La vie arrive. Mais quand je suis retourné à ma voiture après, j'ai remarqué qu'il m'avait enfin envoyé un message. Seulement 4 mots, désolé. Retenu. C'était tout. Aucune explication. Aucune question sur le bébé. Aucune excuse au-delà de ces 4 mots. Pour une raison quelconque, ce message m'a dérangé plus qu'il n'aurait dû. Peut-être parce qu'il semblait froid. Peut-être parce que j'avais l'impression de parler à un collègue plutôt qu'à mon mari. Ou peut-être parce qu'au fond de moi, je savais déjà que quelque chose était en train de changer. Ce soir-là, Arthur est rentré près de 2 heures plus tard que d'habitude. Il avait l'air fatigué. Ou du moins, il voulait que je pense qu'il avait l'air fatigué. J'ai demandé comment s'était passé le travail. Il a haussé les épaules. Occupé. C'était tout. Occupé. Un mot, fin de la conversation. Le vieil Arthur aurait parlé pendant 20 minutes. Le vieil Arthur adorait raconter des histoires. Le vieil Arthur était impatient de partager chaque détail de sa journée. Cette version d'Arthur levait à peine les yeux de son téléphone. Je l'ai observé de l'autre côté de la table du dîner. Un instant, j'ai failli demander si tout allait bien. J'ai failli demander s'il m'aimait toujours. J'ai failli demander s'il y avait quelqu'un d'autre. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur de la réponse. Quelques jours plus tard, je me suis réveillé au milieu de la nuit. Le lit à côté de moi était vide. Au début, j'ai pensé qu'Arthur était dans la salle de bain. Puis j'ai remarqué de la lumière venant de sous la porte du garage. Je suis descendu lentement, prudemment. J'avais mal au dos. Mes pieds étaient enflés. J'étais enceinte de 8 mois et épuisée. Quand j'ai atteint le garage, j'ai entendu Arthur parler. Sa voix était basse, presque un murmure. Je n'entendais pas les mots, seulement le ton, doux, prudent, intime. Quand j'ai ouvert la porte, il a immédiatement mis fin à l'appel. Trop vite, beaucoup trop vite. Son expression a changé la seconde où il m'a vu. Tout va bien, ai-je demandé. Oui. À qui parlais-tu? Travail. La réponse est venue instantanément. Trop instantanément. Puis il a glissé le téléphone dans sa poche. Je me souviens l'avoir regardé, attendant qu'il en dise plus. Il ne l'a pas fait. Un étrange silence s'est installé entre nous. Un silence que je ne pouvais expliquer. Finalement, je suis remonté à l'étage, mais je ne me suis pas endormi. Je suis juste resté là dans le noir, à écouter, à penser, à me demander. Le lendemain matin, Arthur a agi de manière tout à fait normale. Il m'a embrassé le front avant de partir travailler, m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose au magasin, m'a même rappelé de boire plus d'eau. Le contraste était déroutant. Un instant, il me semblait distant, l'instant d'après, il redevenait mon mari. Et c'est ce qui rendait si facile de douter de moi. Peut-être que je me faisais des idées. Peut-être que les hormones de grossesse me rendaient émotive. Peut-être que j'imaginais des problèmes qui n'existaient pas. C'est ce que je me suis répété jusqu'à la fête prénatale. Une semaine avant ma date d'accouchement, ma sœur a organisé une petite fête prénatale chez nous. Rien de fantaisiste. Juste la famille, quelques amis, des petits gâteaux, des décorations, des sacs cadeaux. Le genre d'après-midi qui aurait dû sembler parfait. Arthur souriait sur chaque photo.
Il m'a passé un bras autour de moi. Il a ri avec ma famille. Il a parlé de Noé comme s'il était le père le plus excité du monde. À un moment donné, il a même posé ses 2 mains sur mon ventre et a dit « J'ai hâte de rencontrer mon fils ». Tout le monde a souri. Ma mère a pleuré. J'ai failli pleurer aussi. Parce que je pensais que je regardais un homme qui aimait sa famille. Maintenant, quand je regarde ces photos, je ne peux penser qu'à une chose. À ce moment-là, il avait déjà pris sa décision. À ce moment-là, il savait déjà qu'il partait. À ce moment-là, il planifiait déjà un avenir sans moi. Et pourtant, il était là, souriant pour la caméra. Ma date d'accouchement était encore à quelques jours lorsque les contractions ont commencé. Au début, j'ai cru que c'était de fausses alertes, le genre de choses dont toutes les femmes enceintes s'inquiètent pendant les dernières semaines. J'ai essayé de les ignorer. J'ai préparé le petit déjeuner, plié le linge, rangé la chambre de Noé. Mais à midi, je savais que quelque chose était différent. La douleur devenait plus forte, plus rapprochée, plus constante. J'ai regardé l'horloge. Puis j'ai appelé Arthur. Pas de réponse. Ce n'était pas inhabituel. Il était probablement en réunion. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Alors, j'ai laissé un message vocal, « Salut, je crois que c'est le moment. Appelle-moi quand tu pourras. » Je me souviens avoir souri en le disant. J'étais nerveuse, excitée, terrifiée, mais surtout excitée. Après tout, c'était le jour que nous attendions. Notre fils arrivait enfin. 1 heure plus tard, les contractions étaient bien pires. J'ai rappelé. Toujours pas de réponse. Puis encore et encore et encore. Rien. Pas de rappel. Pas de message. Aucune explication, juste le silence. Au moment où j'ai décidé de me rendre seul à l'hôpital, je l'avais appelé 11 fois. Je me souviens être assise dans ma voiture, agrippant le volant pendant qu'une autre contraction me frappait. Un instant, je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. Je suis juste resté là, attendant que la douleur passe. Puis j'ai démarré le moteur et je me suis rendu seul à l'hôpital. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais passé des années à soigner des patients dans ce bâtiment. Maintenant, j'arrivais en tant que patiente. Quand j'ai atteint la maternité, une infirmière m'a aidé à franchir les portes. Elle m'a demandé où était mon mari. J'ai forcé un sourire, il est en route. Ce fut le premier mensonge que j'ai dit ce jour-là. Le travail a duré près de 14 heures. 14 heures de douleur, de peur, d'épuisement et d'attente. Attente qu'Arthur franchisse la porte. Chaque fois que des pas s'approchaient de la chambre, je levais les yeux. Chaque fois que mon téléphone vibrait, mon cœur bondissait. Chaque fois, ce n'était pas lui. Au fil des heures, mon excitation s'est lentement transformée en confusion. Puis en inquiétude, puis en colère. Je me posais sans cesse la même question, où était-il? Finalement, une des infirmières m'a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre qu'elle devait appeler. Ma mère était décédée des années plus tôt. Mon père vivait dans une autre région. Ma sœur était à l'étranger pour le travail. Il n'y avait personne, juste moi et l'enfant que j'essayais de mettre au monde. Tard cette nuit-là, Noé est né. Au moment où ils l'ont placé dans mes bras, tout le reste a disparu. La peur, la douleur, la solitude. Pendant quelques minutes, rien de tout cela n'avait d'importance. Il était parfait. 2 petits doigts, un petit nez, 2 petites respirations. Je l'ai regardé et j'ai pleuré. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que je l'ai aimé instantanément plus que je ne l'aurais cru possible. Je me souviens avoir murmuré, « Ton papa va t'aimer ». En y repensant maintenant, cette phrase me brise le cœur parce que je l'ai cru. Je l'ai vraiment cru. Le lendemain matin, Arthur n'avait toujours pas appelé, pas une seule fois, pas un seul message, pas une seule explication, rien. 24 heures après la naissance de notre fils, mon téléphone a enfin sonné. Arthur, ai-je répondu immédiatement. Le soulagement m'a envahi. Pendant une seconde stupide, j'ai pensé qu'il y avait peut-être eu une urgence. Peut-être qu'il avait été blessé. Peut-être qu'il y avait une explication qui rendrait tout sensé. Où étais-tu, ai-je demandé. Il y a eu un silence. Puis sa voix, froide, distante,
presque sans émotion, « Adèle, je pense que nous devrions nous séparer un moment. » Je n'ai pas compris ce qu'il disait. Pas au début. J'ai baissé les yeux sur notre nouveau-né endormi à côté de moi. Puis j'ai regardé le mur de l'hôpital, certaine de l'avoir mal entendu. Quoi? Une autre pause. Puis il l'a répété lentement. Clairement, comme quelqu'un qui lit un script, je pense que notre mariage ne fonctionne plus. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Non pas parce que je pensais que les mariages n'échouaient jamais. Non pas parce que je pensais que le divorce était impossible, mais parce que notre fils était né 24 heures plus tôt. 24 heures. C'était tout. Il n'a pas posé de questions sur Noé. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il n'a pas demandé si l'accouchement s'était bien passé. Il n'a pas demandé de photos. Il n'a même pas dit félicitations. La première chose que mon mari a dite après avoir manqué la naissance de notre enfant, c'est qu'il voulait partir. Je suis resté là, sans voix, essayant de traiter les mots, essayant de comprendre comment ma vie avait changé si complètement en moins d'une journée. Puis Arthur a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, « Mon avocat vous contactera. » Pas, « Parlons-en. » Pas, « Je suis désolé. » Pas, « Pouvons-nous arranger ça. » Un avocat, comme si j'étais un problème à gérer. Un contrat à résilier. Une erreur à effacer. Avant que je puisse dire autre chose, il a raccroché. Juste comme ça, l'appel a duré moins de 3 minutes. 3 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour que l'avenir que je pensais avoir disparaisse. À l'époque, j'ai cru que cet appel téléphonique était la pire chose qui pouvait m'arriver. J'avais tort. Le pire était encore à venir. Et j'étais sur le point de découvrir à quel point Arthur avait tout pris avant de partir. 3 jours plus tard, Noé et moi avons quitté l'hôpital. J'aurais dû être excité. La plupart des nouvelles mères rêvent de ramener leur bébé à la maison, de le présenter à sa chambre, de le coucher dans son berceau pour la première fois, de commencer leur nouvelle vie ensemble. Au lieu de cela, je me sentais mal. Pas physiquement, mais émotionnellement. Je ne pouvais toujours pas m'empêcher de penser à cet appel téléphonique. La façon dont Arthur avait parlé, froid, détaché, comme s'il m'avait déjà effacé de sa vie. Pendant ces 3 jours à l'hôpital, je l'ai appelé plus de fois que je ne veux l'admettre. Chaque appel est allé à la messagerie vocale. Chaque message est resté sans réponse. Je lui ai même envoyé une photo de Noé. Sa première photo, enveloppée dans une couverture d'hôpital bleu, les yeux fermés, la petite main recroquevillée en poing. J'ai regardé cette photo longtemps avant de l'envoyer. Une partie de moi croyait que cela changerait quelque chose. Une partie de moi croyait qu'Arthur verrait son fils et se souviendrait de qui il était. Il n'a jamais répondu. Pas un seul mot. Au moment où j'ai installé Noé dans le siège auto, je savais que je rentrais seul à la maison. Je n'avais juste pas réalisé à quel point j'étais seul. Le trajet de retour m'a semblé plus long que d'habitude. Chaque feu rouge semblait durer une éternité. Chaque bosse sur la route faisait bouger Noé. Je continuais à le regarder dans le rétroviseur, m'assurant qu'il respirait, qu'il allait bien. Parce qu'à ce moment-là, il était la seule chose dans ma vie qui me semblait encore réelle. Quand je me suis finalement garé dans l'allée, je suis resté là un instant. La maison avait exactement la même apparence. La pelouse avait besoin d'être tondue. La boîte aux lettres penchait légèrement d'un côté. La lumière du porche était toujours cassée. Rien n'avait l'air différent. Et c'est peut-être pour cela que je n'étais pas préparé à ce qui m'attendait à l'intérieur. J'ai porté Noé jusqu'à la porte d'entrée, je l'ai déverrouillé, je suis entré. Au début, tout semblait normal. Le salon était silencieux. La cuisine semblait intacte. Aucun signe d'Arthur, mais ce n'était pas inhabituel. Je me suis dit qu'il m'évitait. Lâche, mais pas surprenant. Puis je suis entré dans notre chambre et je me suis arrêté. Pendant une seconde, je n'ai pas compris ce que je regardais. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose manquait. Puis je l'ai vu. La moitié du placard d'Arthur était vide. Les chemises qu'il portait au travail avaient disparu. Ses vestes avaient disparu. Ses chaussures avaient disparu. La valise qu'il utilisait pour ses voyages d'affaires avait disparu. L'espace vide m'a frappé plus fort que prévu. Parce que l'espace vide ne ment pas.
Un appel téléphonique peut s'expliquer. Un message peut être mal compris. Une dispute peut être réparée. Mais un placard vide. Cela signifie que quelqu'un a déjà pris une décision. Je suis resté là, fixant ces cintres vides, essayant de me convaincre qu'il y avait une autre explication. Peut-être qu'il restait temporairement ailleurs. Peut-être qu'il avait juste besoin d'espace. Peut-être que même alors, je lui trouvais encore des excuses. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'accepter la vérité me semblait impossible. Ou peut-être parce que je venais d'accoucher et que mon cœur n'était pas prêt pour une autre perte. Puis Noé a commencé à pleurer. Le son m'a ramené à la réalité. Je l'ai pris, l'ai tenu contre mon épaule et j'ai lentement traversé le reste de la maison. C'est là que j'ai remarqué d'autres choses. De petites choses au début. Des choses faciles à manquer. L'ordinateur portable qu'Arthur utilisait chaque soir avait disparu. Le tiroir où nous gardions les documents importants était partiellement vide. Un dossier qui contenait des papiers d'assurance avait disparu. Un coffre-fort que nous gardions dans le placard avait disparu. Rien de tout cela n'avait de sens. Pas encore. À l'époque, j'ai supposé qu'il avait emporté des affaires personnelles. Rien de plus, rien de sinistre, rien de planifié. Je pensais toujours que c'était un mariage qui s'effondrait. Je n'ai pas réalisé que c'était quelque chose de bien pire. Debout au milieu de cette chambre, tenant mon nouveau-né, j'ai ressenti une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Pas de la colère, pas du chagrin, de la peur. Parce que pour la première fois, j'ai compris quelque chose. Arthur ne faisait pas une pause. Il ne se calmait pas. Il ne reviendrait pas demain, la semaine prochaine ou le mois prochain. Il était parti. Et d'une certaine manière, je savais que ce n'était que le début. Pendant les heures qui ont suivi, j'ai essayé de me concentrer sur Noé. J'ai déballé le sac de l'hôpital, changé sa couche, les nourris, les bercé jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Je n'arrêtais pas de me dire que je m'occuperais d'Arthur plus tard. Un problème à la fois. C'est ce que font les infirmières. C'est ce que font les mères. Nous survivons d'abord à la crise qui nous attend. Ensuite, nous nous occupons de tout le reste. Du moins, c'était le plan. Ce soir-là, après que Noé se soit enfin endormi, je me suis assise seule à la table de la cuisine. La maison semblait étrangement silencieuse. Trop silencieuse. Je me souviens avoir fixé mon téléphone, hésitant à rappeler Arthur. Une partie de moi voulait des réponses. Une partie de moi était terrifiée par ce que ces réponses pourraient être. Au lieu de cela, j'ai décidé de vérifier nos finances. Je n'étais même pas encore inquiète. Pas vraiment. Je voulais juste savoir où j'en étais. Les factures de l'hôpital arriveraient bientôt. Il y aurait des couches, du lait maternisé, les charges, le prêt immobilier. Je devais faire un plan. Alors, j'ai ouvert l'application bancaire. Et pendant un instant, j'ai cru que je regardais le mauvais compte. J'ai cligné des yeux, fermé l'application, les rouvertes. Le chiffre n'a pas changé. J'ai fixé l'écran, puis j'ai fixé encore, essayant de comprendre ce que je voyais. La plupart de nos économies avaient disparu, pas réduites, pas plus basses que d'habitude. Disparu. Le compte qu'il avait fallu des années pour construire était presque vide. J'ai senti mon estomac se tordre. Au début, j'ai supposé qu'il devait y avoir une explication. Peut-être qu'Arthur avait déplacé l'argent. Peut-être qu'il y avait un autre compte. Peut-être qu'il y avait un investissement dont je ne savais rien. Je voulais désespérément qu'il y ait une réponse raisonnable. Mais l'historique des transactions racontait une autre histoire. Virement, 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 retrait, virement. L'un après l'autre, certains étaient récents, certains dataient de semaines. Et soudain, tous ces relevés bancaires manquants ont commencé à avoir un sens. Mes mains tremblaient. J'ai immédiatement appelé Arthur. Directement sur sa messagerie vocale. J'ai rappelé. Messagerie vocale encore. Messagerie vocale. J'ai laissé un message, puis un autre, puis un autre. Le premier était calme. Le deuxième était inquiet. Au troisième, je pleurais. Pas à cause de l'argent. Pas entièrement, parce que chaque appel sans réponse me semblait une confirmation. Il savait.
Il savait exactement ce qu'il avait fait. Et il se cachait de moi cette nuit-là. J'ai à peine dormi. Chaque fois que Noé se réveillait en pleurant, je me levais, le nourrissais, le changeais, le berçais, puis je me rasseyais à la table de la cuisine, regardant ces transactions, cherchant quelque chose qui avait du sens. Rien n'en avait. Le lendemain matin, les choses ont empiré. J'ai ouvert mon email et j'ai vu un message d'un cabinet d'avocats. Au début, j'ai cru que c'était du spam. Puis j'ai vu le nom d'Arthur. Ma poitrine s'est serrée. Je l'ai ouvert. Des documents juridiques y étaient joints. Des documents officiels préparés des jours plus tôt. Pas après la naissance de Noé. Pas après notre dispute. Pas après son appel téléphonique. Bien avant, les papiers de divorce avaient déjà été préparés. Tout avait déjà été arrangé. Le timing m'a frappé plus fort que les papiers eux-mêmes. Pendant que je faisais ma valise pour l'hôpital, il préparait des documents de divorce. Pendant que je lavais les vêtements de bébé, il rencontrait des avocats. Pendant que je comptais les jours avant l'arrivée de notre fils, il comptait les jours avant de pouvoir partir. Cette réalisation a brisé quelque chose en moi parce que cela signifiait que l'appel téléphonique n'était pas une décision soudaine. Ce n'était pas une réaction émotionnelle. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Un plan sur lequel il avait travaillé tout en me regardant dans les yeux chaque jour. Un plan qu'il avait caché derrière des sourires, des noms de bébés et des promesses concernant notre avenir. Je suis resté là, lisant ces documents encore et encore, essayant de comprendre comment l'homme que j'avais épousé était devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Puis j'ai vu la date. Les papiers avaient été préparés près de 3 semaines plus tôt. 3 semaines. 3 semaines avant la naissance de notre fils. 3 semaines avant que je me rende seul à l'hôpital. 3 semaines avant que je passe 14 heures à l'attendre. J'ai fermé les yeux. Et pour la première fois depuis la naissance de Noé, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que la tristesse, de plus fort que la peur, de la colère, une vraie colère. Mais je n'avais toujours aucune idée à quel point les choses allaient empirer. J'aimerais pouvoir vous dire qu'après avoir découvert l'argent manquant et les papiers de divorce, les choses ont enfin cessé d'empirer. Ce ne fut pas le cas. Ce n'était que le début. La première facture est arrivée quelques jours plus tard. Elle venait de l'hôpital. Je me souviens être resté dans la cuisine, tenant Noé dans un bras et l'enveloppe dans l'autre. Pendant un instant, je l'ai juste fixé, comme si refuser de l'ouvrir pouvait la faire disparaître. Finalement, je me suis assise et je l'ai ouverte. Le montant n'était pas impossible. Mais il n'était pas petit non plus. Dans des circonstances normales, nous aurions pu y faire face. Quelques mois plus tôt, je n'aurais pas paniqué. Mais maintenant, presque toutes nos économies avaient disparu. Chaque euro comptait. J'ai plié la facture et l'ai posée sur le comptoir. Puis une autre enveloppe est arrivée, et une autre. Charges, assurance, paiement du prêt immobilier, frais médicaux. Chaque enveloppe me semblait plus lourde que la précédente. Chaque matin semblait apporter un nouveau rappel que ma vie s'effondrait. Et les factures ne se souciaient pas que je venais d'accoucher. Elles ne se souciaient pas que mon mari m'avait abandonné. Elles ne se souciaient pas que je dormais à peine. Elles continuaient simplement à arriver, l'une après l'autre, comme des vagues s'écrasant contre une maison qui était déjà en train de se briser. Au début, j'ai essayé de rester optimiste. J'ai fait des listes, des budgets, des calculs, des plans. Je me suis dit que si j'étais assez prudente, assez disciplinée, je pourrais peut-être tout maintenir. Puis la réalité est arrivée. Noé dormait rarement plus de quelques heures à la fois. Certaines nuits, il se réveillait toutes les 45 minutes. Parfois, il pleurait parce qu'il avait faim. Parfois parce qu'il était mal à l'aise. Parfois pour des raisons que je ne pouvais pas comprendre. Je le nourrissais, lui faisais faire son rot, le berçais, faisais des tours dans le salon, puis le rendormais enfin, pour l'entendre pleurer à nouveau 20 minutes plus tard. L'épuisement est devenu accablant. J'ai cessé de savoir quel jour nous étions. J'ai cessé de savoir si c'était le matin ou la nuit. Tout se confondait, tété, couche, linge, facture, peur. Une nuit, vers 3 heures du matin, je me suis retrouvé debout dans la chambre de Noé, pleurant doucement pendant qu'il dormait dans mes bras. Non pas à cause de lui, jamais à cause de lui. Mais parce que j'étais épuisé,
parce que j'avais peur, parce que je n'avais aucune idée de la façon dont j'étais censé faire tout cela seul. Je me souviens avoir regardé autour de la pièce. Arthur avait aidé à la décorer. Le berceau, la commode, le fauteuil à bascule. Tout me semblait une blague cruelle. Quelques semaines plus tôt, cette pièce avait représenté notre avenir. Maintenant, elle ressemblait à un monument à tout ce que j'avais perdu. Comme si cela ne suffisait pas, le paiement du prêt immobilier approchait. J'ai passé des heures à fixer des chiffres, à déplacer de l'argent d'un compte à l'autre, essayant de déterminer quelles factures pouvaient attendre, lesquelles ne pouvaient pas, combien de lait maternisé je pouvais acheter. Combien de temps je pouvais survivre, les calculs ne fonctionnaient jamais. Peu importe le nombre de fois que je vérifiais, les calculs ne fonctionnaient jamais. Et puis est arrivé l'email. J'ai failli ne pas l'ouvrir. J'étais assise sur le canapé avec Noé endormi contre ma poitrine quand la notification est apparue sur mon téléphone. Elle venait de l'hôpital où je travaillais. Au début, j'ai supposé que c'était de la paperasse de routine. Peut-être quelque chose lié au congé maternité. Peut-être une mise à jour des ressources humaines. Au lieu de cela, c'était tout autre chose. Quelque chose qui m'a glacé les mains. J'ai lu le premier paragraphe 2 fois. Puis une 3e fois parce que mon cerveau refusait d'accepter ce qu'il voyait, en raison de restructuration et de réduction budgétaire, mon poste avait été supprimé. J'ai continué à lire, espérant avoir mal compris. Ce n'était pas le cas. L'hôpital réduisait son personnel. Et pendant que j'étais en congé maternité, mon rôle avait été supprimé. Juste comme ça, le travail que j'avais mis des années à construire avait disparu. J'ai posé le téléphone lentement et j'ai regardé Noé dormir paisiblement sur ma poitrine. À ce moment-là, tout le poids de ma situation m'a finalement frappé. J'avais un nouveau-né, pas de mari, presque plus d'économie, des factures qui s'accumulaient, et maintenant pas de travail. Pendant plusieurs minutes, je suis simplement resté assise en silence, trop choqué pour pleurer, trop épuisé pour paniquer, juste à fixer le mur, essayant d'imaginer ce que je devais faire ensuite. Et pour la première fois depuis qu'Arthur était parti, je n'avais vraiment pas de réponse. Quelques jours après avoir perdu mon emploi, une autre enveloppe est arrivée. À ce moment-là, j'avais commencé à détester les enveloppes. Chaque fois que j'envoyais une dans la boîte aux lettres, mon estomac se serrait, car plus rien de bon n'arrivait. Seulement des factures, des avertissements, de mauvaises nouvelles. Cette enveloppe était différente. Les mots étaient imprimés en rouge. Je suis resté dans la cuisine à la fixer pendant presque une minute entière avant de l'ouvrir. Une partie de moi savait déjà ce qu'elle dirait. Je n'étais juste pas prête à le lire. Quand j'ai enfin déplié la lettre, mes mains ont commencé à trembler. Le paiement du prêt immobilier était en retard. Le délai de grâce avait expiré. Si le paiement n'était pas reçu rapidement, des mesures supplémentaires commenceraient. Le langage était professionnel, poli, froid, le genre de langage qui détruit des vies sans élever la voix. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis j'ai regardé autour de la cuisine. La même cuisine où Arthur et moi buvions du café le dimanche matin. La même cuisine où nous nous disputions sur les couleurs de peinture pour la chambre de Noé. La même cuisine où nous avons célébré quand nous avons découvert que nous allions avoir un garçon. Pendant des années, cette maison avait été notre foyer. Maintenant, elle semblait être un compte à rebours. Je suis entré dans la chambre de Noé et me suis assise dans le fauteuil à bascule. Il dormait, paisible, complètement inconscient de tout cela. Je l'enviais. Pendant quelques minutes, je l'ai simplement regardé respirer. Puis j'ai commencé à pleurer doucement, prudemment. La façon dont les mères épuisées pleurent quand elles ne veulent pas réveiller leurs enfants. Je ne pleurais pas à cause de la maison. Pas entièrement. Je pleurais parce que chaque partie de mon avenir semblait incertaine. Un mois plus tôt, j'avais un mari, un emploi, un compte d'épargne, un plan. Maintenant, je n'avais aucune de ces choses. Je n'avais que Noé. Et soudain, cela me semblait terrifiant. Cet après-midi-là, j'ai appelé la société de prêt immobilier. J'ai passé près d'1 heure en attente. Quand quelqu'un a finalement répondu, j'ai tout expliqué. Mon mari était parti. Je venais d'accoucher. J'avais perdu mon emploi. J'essayais. Je faisais tout ce que je pouvais. La femme au téléphone a semblé compatissante. Mais la sympathie ne changeait pas les chiffres.
Quand l'appel s'est terminé, je devais toujours de l'argent que je n'avais pas. Les jours suivants sont devenus un flou de calcul. Je me suis assise à la table de la cuisine avec un cahier et une calculatrice. Encore et encore, essayant de trouver une solution, essayant de créer de l'argent qui n'était tout simplement pas là. Chaque version se terminait de la même manière, pas assez. Pas assez pour le prêt immobilier. Pas assez pour les factures. Pas assez pour Noé. La nuit, je restais éveillé, écoutant chaque bruit dans la maison, les planchers qui grinçaient, le réfrigérateur qui bourdonnait, le vent dehors, et je me demandais combien de temps il nous restait là. Je détestais cette pensée. Non pas pour moi, mais pour Noé, parce que chaque enfant mérite un foyer, un endroit sûr, un endroit stable. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas sûr de pouvoir lui en fournir un. Un soir, je me suis retrouvé debout dans l'embrasure de la porte de la chambre de Noé, regardant le berceau, la commode, les petites couvertures bleues soigneusement pliées sur l'étagère, et une question m'est venue à l'esprit qui m'a terrifié, et si nous perdons cette maison? Et si je ne peux pas le protéger? Et si j'échoue? J'avais survécu au départ d'Arthur. J'avais survécu à la perte d'argent. J'avais survécu à la perte de mon emploi. Mais la possibilité de perdre notre maison semblait différente parce que ce n'était plus seulement à propos de moi. C'était à propos de mon fils. Et cette peur était plus forte que tout ce qu'Arthur avait fait. Quelques jours plus tard, un autre appel est arrivé. Cette fois, le message était clair, le temps était compté. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai regardé autour du salon, les meubles, la télévision, les décorations, les cadeaux de mariage que nous avions accumulés au fil des ans. Et pour la première fois, une pensée terrible m'a traversé l'esprit, peut-être devrais-je commencer à vendre des choses. Peut-être que des morceaux de mon ancienne vie étaient la seule chose qui nous gardait un toit au-dessus de nos têtes. Je ne le savais pas encore, mais c'était exactement ce qui allait se passer. Et cela ferait plus mal que je ne l'avais jamais imaginé. La première chose que j'ai vendue, c'est ma bague de mariage. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai pris la décision rapidement, que j'étais pratique, forte, rationnelle. La vérité est que j'ai passé près de 2 jours à fixer cette bague avant de pouvoir me résoudre à le faire. La plupart du temps, elle était posée sur la table de la cuisine à côté de mon carnet de factures. Un petit cercle d'or, rien de plus. Du moins, c'est ce que je n'arrêtais pas de me dire. Mais chaque fois que je la regardais, je ne voyais pas de l'or. Je voyais des souvenirs. Je voyais le jour où Arthur l'avait glissé à mon doigt. Je voyais nos photos de mariage. Je voyais notre premier appartement, la première maison que nous avions achetée, le premier test de grossesse positif, la vie que je pensais que nous construisions ensemble, la vie qui n'existait plus. Une partie de moi voulait jeter la bague dans une rivière. Une partie de moi voulait la renvoyer par la poste à Arthur. Une partie de moi voulait la garder pour toujours. Au final, la réalité a pris la décision pour moi. La réalité le fait généralement. La société de prêt immobilier n'était pas intéressée par les souvenirs. La compagnie d'électricité n'acceptait pas les sentiments. Et Noé ne pouvait pas manger des promesses. Alors, j'ai apporté la bague à un acheteur de bijoux. L'homme derrière le comptoir m'a à peine regardé. Pour lui, ce n'était qu'une autre bague, une autre transaction, un autre mardi. Il l'a examinée pendant moins d'1 minute, puis m'a donné un chiffre. J'ai presque ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était insultant. Des années de mariage, des années de souvenirs réduites à un chiffre qui ne couvrirait même pas un mois de paiement du prêt immobilier. Pendant un instant, j'ai envisagé de partir. Puis j'ai pensé à Noé et j'ai signé les papiers. Quand je suis retourné sur le parking, mon doigt m'a semblé étrangement léger. Je n'arrêtais pas de toucher l'endroit où la bague était autrefois. Comme si ma main cherchait quelque chose qui n'était plus là. Cette nuit-là, j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis le départ d'Arthur. Non pas parce qu'il me manquait. Mais parce que vendre la bague me donnait l'impression d'enterrer le dernier morceau de l'avenir que j'avais imaginé. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. Pas même de loin. Quelques jours plus tard, j'ai vendu la télévision. Puis le système audio, puis les meubles supplémentaires de la chambre d'amis, puis une collection d'anciens appareils électroniques qu'Arthur avait laissés. Chaque vente me donnait un peu plus de temps. Une semaine ici, quelques jours là. Rien de permanent, juste de la survie. Le plus difficile n'était pas de perdre les objets.
C'était ce que chaque objet représentait. La télévision où nous regardions des films ensemble. La table à manger où nous célébrions les anniversaires. Les meubles pour lesquels nous avions économisé pendant des mois. Chaque objet semblait lié à un souvenir. Et chaque souvenir me semblait empoisonné. Un après-midi, un inconnu est venu acheter une bibliothèque. Alors qu'il la sortait par la porte d'entrée, je suis resté là, tenant Noé, regardant une autre partie de ma vie disparaître. Quand le camion est parti, le salon semblait plus vide. La maison semblait différente, plus petite, plus triste, comme si elle était lentement démantelée, tout comme ma vie. À la fin de ce mois, plusieurs pièces semblaient presque abandonnées. Quiconque traversait la maison pouvait le voir. Les signes de quelqu'un qui luttait pour rester à flot. Les signes de quelqu'un qui perdait pied. Et malgré tout ce que j'avais vendu, malgré chaque sacrifice, malgré chaque décision douloureuse, les chiffres ne fonctionnaient toujours pas. Les factures continuaient d'arriver. La dette continuait de croître. La pression continuait de monter. Un soir, je me suis assise à la table de la cuisine avec tous mes papiers étalés devant moi. Relevés bancaires, factures médicales, avis de prêt immobilier, factures de services publics. J'ai tout additionné. Puis j'ai vérifié le total encore. Et encore, espérant avoir fait une erreur. Je n'en avais pas fait. L'argent de la vente de mes biens avait à peine fait une brèche. Pour la première fois, je me suis permise de penser à quelque chose que j'avais évité pendant des semaines, et si je perds quand même la maison? Et si rien de tout cela n'est suffisant? J'ai regardé autour de la cuisine, tous les espaces vides où les choses se trouvaient autrefois, et j'ai réalisé quelque chose. Je ne vendais plus des possessions. Je vendais des morceaux de la vie que j'avais eue. Et d'une certaine manière, même cela n'était pas suffisant pour me sauver. À l'époque, je pensais que c'était le point le plus bas. Je pensais que rien ne pouvait faire plus mal que de voir votre vie disparaître, objet par objet. J'avais tort, car quelques jours plus tard, Noé est tombé malade. Partie 5. C'est Noé est tombé malade. Au début, j'ai pensé que ce n'était rien. Un nouveau-né éternue. Un nouveau-né pleure. Un nouveau-né dort plus que d'habitude. Tous les livres de parentalité disent de ne pas paniquer. Alors, j'ai essayé de ne pas le faire, mais quelque chose n'allait pas. Un après-midi, en changeant la couche de Noé, j'ai remarqué à quel point il était chaud. Au début, je me suis dit que j'imaginais. J'ai vérifié à nouveau. Puis encore. La chaleur était toujours là. Un nœud s'est formé dans mon estomac. J'ai attrapé le thermomètre. Le chiffre est apparu sur l'écran. Trop élevé. Beaucoup trop élevé. Mon cœur s'est immédiatement mis à battre la chamade. J'ai vérifié à nouveau. Même résultat. Pendant quelques secondes, j'ai juste figé, essayant de me convaincre qu'il devait y avoir une erreur. Il n'y en avait pas. J'ai appelé le cabinet du pédiatre. L'infirmière a posé plusieurs questions. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang, étant donné son âge, nous voulons que vous l'ameniez immédiatement. Immédiatement. Pas demain. Pas plus tard. Immédiatement. En quelques minutes, je faisais le sac à langer. Mes mains tremblaient si fort que je n'arrêtais pas de faire tomber des choses, vêtements supplémentaires, les materniser, couvertures, biberons. Je ne pouvais pas penser clairement. Tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était Noé. Il avait l'air si petit, si fragile. Et pour la première fois depuis que j'étais mère, je me sentais vraiment impuissante. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut l'un des plus longs de ma vie. Chaque feu rouge me semblait personnel. Chaque minute me semblait volée. Je n'arrêtais pas de le regarder dans le rétroviseur, observant sa petite poitrine monter et descendre. Priant, suppliant, promettant à Dieu des choses que je n'avais pas le pouvoir de promettre, fais juste qu'il aille bien. S'il te plaît, fais juste qu'il aille bien. Quand nous sommes arrivés, tout s'est passé rapidement. Infirmière, médecin, questions, tests, paperasse. L'hôpital m'était familier. J'y avais travaillé pendant des années. Je connaissais les routines, les procédures, le langage, et d'une certaine manière, cela rendait les choses pires parce que je comprenais exactement pourquoi tout le monde agissait si vite. Je comprenais exactement pourquoi ils étaient inquiets.
L'un des médecins m'a doucement expliqué que les fièvres chez les nouveau-nés sont prises très au sérieux. Il devait faire des tests. Il devait le surveiller. Il devait s'assurer que rien de dangereux ne se développait. J'ai hoché la tête, répondu aux questions, signé des formulaires, fait tout ce qu'il me demandait, mais à l'intérieur, j'étais terrifié. Les heures ont passé. J'ai à peine mangé, à peine bu, à peine bougé. Je suis juste resté assise près du lit de Noé, le regardant dormir. Chaque fois qu'un moniteur bipait, mon cœur bondissait. Chaque fois qu'une infirmière entrait dans la chambre, je retenais ma respiration, attendant, espérant, craignant. À un moment donné pendant la nuit, j'ai réalisé quelque chose, j'étais complètement seul. Il n'y avait pas de mari assis à côté de moi. Pas de partenaire pour m'aider à porter la peur. Personne pour me dire que tout irait bien. Juste moi et mon fils. Le même fils qu'Arthur n'avait même pas pris la peine de rencontrer. Cette prise de conscience m'a fait presque autant mal que la peur elle-même. Parce que Noé méritait mieux. Il méritait un père présent. Un père attentionné. Un père qui aurait été assis juste à côté de moi cette nuit-là. Au lieu de cela, c'était encore juste nous. Vers minuit, l'une des infirmières est venue avec une mise à jour. La nouvelle était encourageante. Il pensait avoir identifié le problème. Il voulait garder Noé en observation, mais il s'attendait à ce qu'il se rétablisse. Pour la première fois de la journée, j'ai senti mes épaules se détendre. Juste un peu, pas complètement, mais suffisamment pour respirer. Assez pour réaliser à quel point j'étais épuisé. L'adrénaline qui m'avait porté tout au long de la journée s'est finalement estompée. Et ce qui restait était un pur épuisement, physique, mental, émotionnel. Le genre d'épuisement qui s'installe dans vos os. Vers 1h du matin, je suis sorti de la chambre quelques minutes. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de silence. J'avais besoin d'un moment pour me ressaisir. J'ai traversé les couloirs de l'hôpital presque vides, puis je suis allé jusqu'au parking. La nuit était froide. Le monde semblait étrangement silencieux. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai fermé la porte. Pour la première fois de la journée, personne n'avait besoin de moi. Pas de médecin, pas d'infirmière, pas de paperasse, pas de facture, pas de décision, juste le silence. Je me suis penché en arrière sur le siège conducteur, j'ai fermé les yeux et j'ai essayé de ne pas m'effondrer. Je ne le savais pas alors, mais dans quelques minutes, j'allais voir le chiffre qui allait devenir le point le plus bas de toute ma vie. Le chiffre qui m'a finalement forcé à accepter à quel point j'étais proche de tout perdre. Partie 5D, 12 €. Je suis resté longtemps dans ma voiture cette nuit-là. Du moins, ça m'a semblé long. Le parking de l'hôpital était presque vide. Quelques véhicules éparpillés se trouvaient sous la faible lueur des lampadaires. L'air extérieur était froid. L'air à l'intérieur de la voiture n'était pas beaucoup plus chaud. Mais je n'ai pas démarré le moteur. Je n'avais pas l'énergie. Pour la première fois de la journée, il y avait le silence. Pas de pleurs, pas de moniteur, pas de médecin, pas de paperasse, juste moi et le poids de tout ce qui s'était passé. J'ai appuyé ma tête contre le siège et j'ai fermé les yeux. Noé était à l'étage dans un lit d'hôpital. Mon mari nous avait abandonnés. Mon emploi était parti. La maison nous échappait. Et j'étais si fatigué que je pouvais à peine penser. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là avant de finalement prendre mon téléphone. Peut-être quelques minutes, peut-être plus longtemps. À ce moment-là, le temps n'avait plus de sens. Je me souviens avoir pensé au lendemain. La semaine prochaine, le mois prochain, chaque pensée ramenait à la même question, comment vais-je faire? J'avais besoin d'essence. J'avais besoin de provisions. J'avais besoin de couches, de les materniser, de médicaments, de paiements de prêts immobiliers, de charges. Partout où je regardais, il y avait une autre facture qui attendait, un autre problème qui attendait, une autre dépense que je ne pouvais pas éviter. Sans vraiment réfléchir, j'ai ouvert mon application bancaire. Peut-être que j'espérais un miracle. Peut-être que je voulais juste savoir à quel point les choses étaient graves. L'écran s'est chargé. Je l'ai fixé, puis j'ai cligné des yeux, puis je l'ai fixé à nouveau. Pendant un instant, j'ai sincèrement pensé qu'il y avait eu une sorte d'erreur. Le solde semblait faux. Impossible. J'ai rafraîchi l'écran.
Le chiffre n'a pas changé. J'ai rafraîchi à nouveau. Toujours le même. 12,43 €. C'était tout. 12,43 €. C'était tout ce qu'il me restait. Tout. Je me souviens avoir regardé autour du parking vide comme si quelqu'un allait me l'expliquer. Comme si un inconnu allait soudainement frapper à ma vitre et me dire qu'il y avait eu une erreur. Mais il n'y avait pas d'erreur. L'argent était parti. Les économies étaient parties. Le fonds d'urgence était parti. L'avenir que je pensais avoir était parti. Et maintenant, tout ce qui restait était 12,43 €. J'ai ri, non pas parce que quelque chose était drôle, mais parce que parfois la vérité devient si accablante que votre esprit ne sait pas comment réagir autrement. J'ai ri une fois. Puis j'ai commencé à pleurer. Vraiment pleurer. Le genre de pleurs que vous essayez de réprimer pendant des semaines. Le genre qui finit par éclater quand il n'y a plus rien pour le retenir. J'ai pleuré pour mon mariage. J'ai pleuré pour mon fils. J'ai pleuré pour la femme que j'étais. La femme qui croyait construire une vie stable. La femme qui croyait que son mari l'aimait. La femme qui pensait qu'elle mettait au monde un bébé dans un foyer sûr. Elle était partie maintenant. Et assise dans cette voiture, je me sentais complètement vaincu. Pour la première fois, je me suis permis d'imaginer le pire. Et si je perds la maison? Et si je ne trouve pas un autre emploi? Et si Noé tombe malade à nouveau? Et si je ne peux pas subvenir à ses besoins? Et si j'échoue? Cette dernière question faisait le plus mal. Parce que je n'avais pas peur pour moi. J'avais peur pour lui. J'ai regardé l'entrée de l'hôpital. Quelque part à l'intérieur de ce bâtiment, mon fils dormait, complètement inconscient de tout cela. Il ne savait pas que son père l'avait abandonné. Il ne savait pas que nous nous noyions financièrement. Il ne savait pas que sa mère était assise sur un parking, se demandant comment elle allait survivre. Il était innocent. Et d'une certaine manière, cela rendait tout plus douloureux. J'ai essuyé mes yeux, j'ai pris une grande inspiration, puis une autre, et une autre. Finalement, les pleurs se sont arrêtés, non pas parce que je me sentais mieux, mais parce que j'étais épuisé. Il ne restait tout simplement plus rien. Je suis resté là, fixant le solde une dernière fois. 12,43 €. Des années plus tard, j'oublierai beaucoup de choses de cette période de ma vie. Numéro de téléphone, date, conversation, mais je n'ai jamais oublié ce chiffre parce que c'était le moment où j'avais touché le fond. Pas quand Arthur est parti. Pas quand j'ai perdu mon emploi. Pas quand l'argent a disparu. C'était ce moment. Assise seule sur un parking d'hôpital avec un nouveau-né malade à l'étage et 12 € sur mon compte. Ce fut la nuit où j'ai tout perdu. Ce que je ne savais pas alors, c'est que perdre tout était aussi le moment où ma vie a commencé à changer. Parce que quelques jours plus tard, quelqu'un dirait quelque chose qui me ferait remettre en question tout ce qu'Arthur avait fait. Et pour la première fois depuis son départ, je découvrirai une raison de ne pas abandonner. Quelques jours plus tard, Noé a finalement pu quitter l'hôpital. La fièvre était passée. Ses couleurs étaient revenues. Et pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, j'ai dormi plus de 2 heures sans me réveiller en panique. Peu de choses avaient changé. J'étais toujours au chômage, toujours noyé sous les factures, toujours à un paiement près de perdre la maison, mais au moins mon fils allait bien. À ce moment-là, cela me semblait un miracle. Le matin où nous avons quitté l'hôpital, je me suis arrêté à la station des infirmières pour remercier tout le monde. En tant qu'infirmière moi-même, je savais à quelle fréquence les professionnels de la santé n'entendaient jamais la fin de l'histoire. La plupart des patients disparaissent simplement. On ne sait jamais ce qu'il leur est arrivé, s'ils se sont améliorés, s'ils sont rentrés chez eux, si la vie a fonctionné. Alors, je voulais dire merci. La plupart des visages m'étaient familiers jusqu'à ce que je voie une femme me fixer. Elle semblait avoir la soixantaine, les cheveux argentés, des yeux bienveillants, le genre de personne qui vous met immédiatement en sécurité. Au début, j'ai pensé qu'elle essayait de se souvenir d'où elle me connaissait. Puis elle a souri, vous ressemblez tellement à votre mère. Pendant un instant, je me suis figé. Très peu de gens me reconnaissaient encore grâce à ma mère. Elle était décédée des années plus tôt. Et chaque fois que quelqu'un la mentionnait, cela me prenait au dépourvu.
Vous connaissiez ma mère, ai-je demandé. La femme a hoché la tête, nous avons travaillé ensemble il y a des années. Cela m'a fait sourire instantanément pour la première fois depuis des semaines. Pas un sourire forcé, un vrai. Pendant les quelques minutes suivantes, nous avons parlé, principalement de ma mère, de vieilles histoires d'hôpital, de souvenirs amusants, de choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis des années. Cela m'a semblé étrangement réconfortant, comme entendre une voix familière après avoir été perdue pendant longtemps. Finalement, la conversation a changé de sujet. Elle m'a demandé comment allait Noé, puis comment j'allais. J'ai failli mentir. J'ai failli dire que tout allait bien. Mais j'étais trop fatigué, trop épuisé pour faire semblant plus longtemps. Alors je lui ai dit la vérité. Pas tout. Juste assez. Mon mari était parti. J'avais perdu mon emploi. L'argent était serré. Les choses étaient difficiles. Son expression s'est adoucie immédiatement. J'ai entendu parler de votre mari, a-t-elle dit doucement. Cela a attiré mon attention. Que voulez-vous dire? Elle a hésité. Juste une seconde, puis a haussé les épaules, seulement un peu. J'ai senti mon estomac se serrer. Le même sentiment que j'avais ressenti tant de fois depuis le départ d'Arthur. Le sentiment que tout le monde savait quelque chose que j'ignorais. Avant que je puisse poser une autre question, elle a dit quelque chose qui a complètement changé ma journée. Quelque chose qui semblait si anodin, si ordinaire, et pourtant finirait par tout changer. J'ai toujours pensé que cette maison était la vôtre. J'ai cligné des yeux, quoi? La maison? Elle a semblé sincèrement confuse. Je pensais qu'elle était à votre nom. Pendant un instant, aucune de nous n'a parlé. Puis j'ai ri maladroitement, non. Arthur s'occupait de tout ça. Elle a froncé les sourcils, comme les gens le font quand une pièce de puzzle ne s'emboîte pas, c'est étrange. Mon cœur s'est soudainement accéléré, quoi donc? Elle a réfléchi un instant, puis a dit, il y a quelques mois, votre mari est passé avec de la paperasse. Le sourire a disparu de mon visage. Quelle paperasse? Je ne me souviens pas exactement. Elle a eu l'air embarrassée. C'était une sorte de document de propriété. Propriété? Le mot a immédiatement attiré mon attention. J'ai senti ma poitrine se serrer. Propriété, maison, document, des mots qui m'étaient devenus impossibles à ignorer. Voyant mon expression, elle a rapidement ajouté, ce n'était probablement rien. Peut-être que oui, peut-être que non, mais pour une raison quelconque, je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Qu'est-ce que vous vous souvenez, ai-je demandé. La femme a secoué la tête, pas grand-chose. Puis elle a fait une pause, juste qu'il avait besoin d'une signature de témoin pour quelque chose. Une signature de témoin. Mon esprit s'est immédiatement mis à tourner. Pourquoi Arthur aurait-il besoin d'un témoin? Pourquoi n'en avait-il pas parlé? Pourquoi cela s'était-il produit il y a des mois? Et surtout, pourquoi n'en entendais-je parler que maintenant? La femme a clairement réalisé qu'elle m'avait bouleversé. Je suis désolé, a-t-elle dit doucement. Je n'aurais probablement pas dû en parler. J'ai forcé un sourire, non, ce n'est pas grave. Mais ce n'était pas grave. Loin de là. Parce que tout le chemin du retour, je n'arrêtais pas de rejouer cette conversation encore et encore. Une signature de témoin, des papiers de propriété, il y a des mois, avant la naissance de Noé, avant le divorce, avant que tout ne s'effondre. Pour la première fois depuis le départ d'Arthur, une nouvelle pensée m'est venue à l'esprit, et si ce n'était pas juste un mari qui quittait son mariage? Et s'il y avait plus? Cette nuit-là, après que Noé se soit endormi, je me suis assise seule à la table de la cuisine. La même table où j'avais pleuré sur les factures. La même table où j'avais fixé ce solde de 12,43 €. Mais cette fois, je ne regardais pas les relevés bancaires. Je regardais de vieux dossiers, des documents de prêt immobilier, des registres d'assurance, tout ce que je pouvais trouver. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, seulement que quelque chose n'allait pas. Profondément. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis avant le départ d'Arthur. Pas le bonheur, pas le soulagement, quelque chose de plus petit, mais tout aussi important, l'espoir. Parce que si Arthur avait menti sur une chose, peut-être avait-il menti sur bien plus. Et si c'était vrai, alors peut-être que mon histoire n'était pas encore terminée.
Le lendemain matin, rien n'avait changé. Les factures étaient toujours là. La maison était toujours menacée. Mon compte en banque était toujours presque vide. Et Arthur était toujours parti. C'était l'étrange chose avec l'espoir. Les gens imaginent qu'il arrive comme un éclair, comme un miracle, comme un sauvetage soudain. Ce n'est pas le cas. Du moins, pas dans mon expérience. L'espoir est arrivé tranquillement sous la forme d'une question. Une question que je ne pouvais m'empêcher de me poser, qu'est-ce qu'Arthur faisait exactement derrière mon dos? Je n'avais pas de réponse. Pas encore. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais autre chose que la peur qui occupait mon esprit. J'avais une raison d'aller de l'avant. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Parce que, quoi qu'Arthur ait fait, Noé avait toujours besoin de moi. Le prêt immobilier devait toujours être payé. Et la nourriture devait toujours être achetée. Alors, j'ai pris une décision. J'ai cessé d'attendre que quelqu'un me sauve. J'ai commencé à reconstruire. Un jour à la fois, un problème à la fois. Un euro à la fois. La première chose que j'ai faite a été de trouver du travail. Pas le travail de mes rêves. Pas même un bon travail. Juste du travail. Tout ce qui pouvait apporter de l'argent à la maison. Une ancienne collègue m'a aidé à prendre des gardes temporaires dans une petite clinique. Le salaire n'était pas formidable. Les horaires étaient pires, mais j'ai dit oui immédiatement parce que la fierté ne paie pas les factures. La première garde a été brutale. Mon corps se remettait encore de l'accouchement. J'étais épuisé, émotionnellement vidé et constamment inquiète pour Noé. Pendant tout le temps où j'étais au travail, je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, cherchant des mises à jour, cherchant des problèmes, cherchant des raisons de paniquer. Mais chaque garde signifiait des provisions. Chaque garde signifiait du lait maternisé. Chaque garde signifiait un jour de plus où mon fils et moi pouvions survivre. Alors, j'ai continué à me présenter. Puis j'ai commencé à prendre des gardes supplémentaires, les week-ends, les nuits, les jours fériés, tout ce qui était disponible. Ma vie est devenue un cycle, travail, maison, nourrir Noé, dormir quelques heures, répéter. Il y a eu des jours où je me sentais comme une machine. Des jours où je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais fait quelque chose pour moi. Des jours où je pleurais sous la douche parce que c'était le seul endroit où je pouvais être seul. Mais lentement, quelque chose a commencé à changer, pas ma situation. Moi, la femme qui était assise sur ce parking d'hôpital à fixer 12 € disparaissait. Non pas parce que la vie devenait plus facile, mais parce qu'elle devenait plus forte. Un jour difficile à la fois. J'ai commencé à tenir un carnet. Chaque euro gagné, chaque euro dépensé, chaque facture payée, chaque dette réduite. Les chiffres étaient petits, douloureusement petits, mais ils allaient dans la bonne direction. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti un certain contrôle revenir. Pas beaucoup, juste assez. Un soir, après que Noé se soit endormi, je me suis assise à la table de la cuisine, révisant mes finances. La même table où j'avais pleuré. La même table où j'avais failli abandonner, et pour la première fois, j'ai remarqué quelque chose. J'avais survécu, pas confortablement. Pas avec grâce, mais j'avais survécu. Malgré tout ce qu'Arthur avait fait, j'étais toujours là. Noé était toujours là. Et d'une certaine manière, cette réalisation comptait beaucoup parce que la survie crée la confiance, et la confiance crée le courage. Quelques semaines plus tard, j'ai finalement eu le courage de parcourir les documents financiers restants dans la maison. Non pas parce que j'étais prête, mais parce que j'étais fatigué d'avoir peur. Au début, je cherchais seulement des informations. Registre de prêt immobilier, papier d'assurance, relevé bancaire, tout ce qui pouvait être utile, tout ce qui pourrait m'aider à comprendre le désordre qu'Arthur avait laissé derrière lui. La plupart semblaient ordinaires jusqu'à ce que je trouve quelque chose d'étrange. Un document enfoui dans un dossier que je n'avais pas ouvert depuis des mois. À première vue, il semblait insignifiant. Juste un autre formulaire juridique. Mais un détail a immédiatement attiré mon attention. Ma signature, ou du moins quelque chose qui ressemblait à ma signature. Je l'ai fixé, puis je l'ai fixé à nouveau. Une sensation de froid s'est répandue dans ma poitrine parce que je n'avais jamais signé ce document. Jamais. Je l'ai su instantanément. L'écriture ressemblait suffisamment à la mienne pour tromper un étranger,
peut-être même un employé de banque, mais pas moi. Je connaissais chaque courbe de ma signature, chaque habitude, chaque petite imperfection. Et ce n'était pas la mienne. Pendant plusieurs minutes, je suis simplement resté là, regardant le papier, essayant de comprendre ce que je voyais. Puis j'ai tourné la page et j'ai trouvé une autre signature, et une autre, et une autre. Certaines familières, d'autres non. Toutes liées à des transactions financières, des registres de propriété, des documents de propriété, des choses dont je me souvenais à peine avoir discuté. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. La conversation avec l'infirmière à m'est soudainement revenue. La signature du témoin, les papiers de propriété, la confusion dans sa voix. Pour la première fois, les pièces ont commencé à se connecter lentement, imparfaitement, mais suffisamment pour m'effrayer parce qu'une possibilité devenait impossible à ignorer, et si Arthur n'était pas simplement parti? Et s'il s'était préparé à partir pendant des mois? Et si c'était vrai, qu'avait-il fait d'autre? Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'étais en colère. Pendant des mois, je m'étais blâmé, je m'étais remis en question, je m'étais demandé ce que j'avais fait de mal. Mais assise là, avec ces documents étalés sur la table, j'ai commencé à réaliser quelque chose. Peut-être que ce n'était pas un mariage qui s'était effondré. Peut-être que c'était quelque chose de bien plus délibéré. Et pour la première fois depuis qu'Arthur nous avait abandonnés, j'ai cessé de penser à la survie. J'ai commencé à penser à la vérité. Pendant des semaines, j'ai essayé de me convaincre que j'exagérais. Je voulais croire qu'il y avait une explication raisonnable, un malentendu, une erreur administrative, n'importe quoi. Parce que l'alternative était bien plus difficile à accepter. L'alternative était que mon mari avait planifié tout cela. Et si c'était vrai, alors l'homme que j'avais épousé n'avait jamais vraiment été l'homme que je pensais qu'il était. Le lendemain matin, après avoir déposé Noé chez une voisine qui m'aidait occasionnellement pendant mes gardes, je me suis rendu au bureau des registres du comté. Je me suis dit que je cherchais seulement des réponses. Rien de plus. Je ne planifiais pas de vengeance. Je ne montais pas de dossier. Je voulais simplement comprendre ce qui était arrivé à ma vie. La femme derrière le comptoir m'a aidé à demander des copies de plusieurs registres de propriété. La plupart des documents ne signifiaient pas grand-chose pour moi. Description légale, numéro de parcelle, langage technique, page et page d'information. Puis je l'ai trouvé. Un document déposé des mois avant la naissance de Noé. Mon nom y figurait. Ma signature y figurait. Du moins, quelque chose qui prétendait être ma signature. J'ai senti mon estomac se tordre parce que ce n'était plus une simple suspicion. C'était la preuve que quelqu'un avait signé mon nom et que ce quelqu'un n'était pas moi. J'ai demandé des registres supplémentaires. Puis d'autres, puis encore d'autres. Au moment où j'ai quitté le bâtiment, je portais une pile de documents suffisamment épaisse pour remplir un classeur. Cette nuit-là, après que Noé se soit endormi, j'ai tout étalé sur la table de la cuisine, page après page, document après document, date après date, et un schéma a commencé à émerger. Chaque transaction majeure s'était produite pendant ma grossesse. Chaque décision majeure s'était produite pendant que j'étais concentré sur la préparation de l'arrivée de Noé. Chaque changement majeur s'était produit pendant que je faisais entièrement confiance à Arthur. Je suis resté là jusqu'à près de 2 heures du matin, recoupant les dates, lisant les signatures, comparant les registres. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Un transfert avait eu lieu le jour exact où Arthur m'avait accompagné à un rendez-vous d'échographie. Je me souvenais clairement de ce jour. Il m'avait tenu la main, avait souri quand nous avions entendu les battements de cœur de Noé, m'avait emmené déjeuner après. Je me souviens m'être senti aimé, protégé, en sécurité. Pendant ce temps, à un moment donné ce même jour, il avait déplacé des biens derrière mon dos. J'ai repoussé les papiers et j'ai couvert mon visage. Pendant quelques minutes, je ne pouvais même pas les regarder. Non pas à cause de l'argent, mais à cause de la trahison, des mensonges, de la comédie. Combien de fois m'avait-il embrassé avant de rencontrer un avocat? Combien de fois m'avait-il posé des questions sur le bébé tout en planifiant son départ? Combien de fois m'avait-il regardé dans les yeux et menti? Les questions ne s'arrêtaient pas. Et les réponses ne faisaient qu'empirer. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré un avocat, non pas parce que j'étais prête à poursuivre qui que ce soit, mais parce que j'avais besoin que quelqu'un me dise si j'imaginais des choses.
Ce n'était pas le cas. L'avocat a examiné les documents attentivement, puis les a réexaminés. Son expression changeait à chaque page. Finalement, il s'est penché en arrière sur sa chaise, cela n'a pas été fait du jour au lendemain. Je me souviens de ces mots exacts. Cela a demandé de la planification. Planification ? Le mot résonnait dans ma tête parce que c'est ce que j'avais craint. Une erreur aurait été plus facile. Un moment de faiblesse aurait été plus facile. Même une liaison aurait été plus facile. Mais la planification signifiait l'intention. La planification signifiait le choix. La planification signifiait qu'Arthur avait passé des mois à préparer la destruction de notre mariage. L'avocat a signalé plusieurs transactions, plusieurs changements de propriété, plusieurs documents qui auraient dû nécessiter ma participation directe. Plus nous cherchions, pire c'était. Puis un autre nom a commencé à apparaître encore et encore, Claire Dubois, la patronne d'Arthur, la même femme dont j'avais entendu le nom constamment pendant ma grossesse. La même femme responsable de toutes ces nuits tardives, de tous ces dîners manqués, de toutes ces réunions urgentes. Au début, je voulais croire que c'était une coïncidence. Ce n'était pas le cas. Son nom était partout. Email, autorisation, communication, approbation. Elle ne restait pas en marge. Elle était impliquée. La réalisation m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Pendant des mois, j'avais imaginé Claire comme la femme pour laquelle Arthur m'avait quitté. Cela seul avait été assez douloureux. Mais c'était différent, bien pire, car maintenant, il semblait qu'elle n'avait pas simplement profité de ce qui s'était passé. Elle avait contribué à le faire. Je suis rentré chez moi ce jour-là, engourdi. Le volant me semblait lourd. Mes pensées me semblaient plus lourdes. Quand je me suis garé dans l'allée, je suis resté dans la voiture pendant plusieurs minutes, fixant la maison. La même maison que j'avais failli perdre. La même maison pour laquelle je me battais encore. Et pour la première fois depuis le départ d'Arthur, tout est devenu limpide. Ce n'était pas un mariage qui s'était lentement effondré. Ce n'était pas un mari qui avait commis une terrible erreur. Ce n'était pas une liaison qui avait échappé à tout contrôle. C'était un plan soigneusement construit, et j'en avais été la cible. Je suis entré. J'ai pris Noé de son berceau et je l'ai serré contre moi. Pendant longtemps, aucun de nous n'a bougé. Puis j'ai murmuré quelque chose que je n'ai pas entièrement compris avant des années, j'en ai fini d'avoir peur, car quelque chose avait changé. Pendant des mois, j'avais essayé de survivre. Maintenant, je voulais la vérité. Et une fois que j'aurais la vérité, je voulais la justice. Pendant longtemps, j'ai pensé que la justice serait spectaculaire, comme dans un film, une confrontation, une confession, un moment où le méchant avoue enfin ce qu'il a fait. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça. La justice commence par de la paperasse et de la patience. Beaucoup de patience. Après ma rencontre avec l'avocat, j'ai pris une décision. Je n'allais pas laisser Arthur s'en tirer après ce qu'il avait fait. Non pas par vengeance. Du moins, c'est ce que je me disais. La vérité était plus complexe. Je voulais des comptes. Je voulais des réponses. Et surtout, je voulais que mon fils grandisse en sachant que les gens ne pouvaient pas détruire votre vie sans conséquence. Les premières semaines furent frustrantes. Chaque réponse créait 3 nouvelles questions. Chaque document menait à un autre document. Chaque piste exigeait plus de travail, plus de registres, plus de demandes, plus d'attentes. Certaines nuits, je travaillais à la clinique jusqu'à minuit. Puis je rentrais et passais encore 3 heures à organiser les papiers. La table de la salle à manger a disparu sous les dossiers et les classeurs. Relevés bancaires, registre de propriété, documents d'assurance, impression de mai, relevés téléphoniques. Cela ressemblait moins à une maison qu'à une salle de guerre. Je me souviens une nuit avoir regardé autour de la cuisine et avoir ri. Quelques mois plus tôt, je ne pouvais pas me permettre d'acheter des provisions. Maintenant, je montais un dossier juridique. La vie est étrange parfois. L'avocat et moi avons lentement commencé à relier les pièces entre elles, non pas des suppositions, mais des preuves, de vraies preuves. Un transfert se connectait à un autre. Un document expliquait un autre. Un mensonge en exposait 3 autres. Plus nous cherchions, plus l'image devenait claire. Arthur n'avait pas simplement déplacé de l'argent.
Il l'avait caché. Il n'était pas simplement parti. Il s'était préparé à partir. Et il n'avait pas agi seul. L'implication de Claire est devenue impossible à ignorer. Au début, son nom apparaissait occasionnellement, puis constamment, email, autorisation, communication interne. Le schéma était évident. L'affaire n'était pas séparée de la tromperie financière. Les deux se déroulaient côte à côte depuis des mois. J'aurais dû être choqué. Au lieu de cela, je me sentais étrangement calme. Peut-être parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà traversé le pire. Rien sur papier ne pouvait faire plus mal que de rester assise sur un parking d'hôpital avec 12 €. Rien. Un après-midi, mon avocat a appelé avec des nouvelles. De vraies nouvelles. Le genre de nouvelles qui changent tout. Plusieurs des signatures avaient été examinées. Des questions étaient soulevées. Des questions officielles. Des questions sérieuses, celles qui ne pouvaient être ignorées. Je me souviens m'être assise immédiatement. Mes genoux se sont littéralement dérobés. Pendant des mois, j'avais porté ce fardeau seul. Les gens sympathisaient. Les gens me plaignaient. Mais la sympathie n'est pas une preuve. Maintenant, nous avions des preuves, et les preuves changent tout. Peu de temps après, des demandes de registres supplémentaires ont été déposées, puis des citations à comparaître, puis des enquêtes formelles. Soudain, des personnes qui étaient à l'aise de rester silencieuses ont commencé à prêter attention parce que les preuves ont le don de rendre le silence inconfortable. Le premier signe qu'Arthur savait que quelque chose n'allait pas est venu de manière inattendue. Il m'a appelé. Le premier vrai appel depuis des mois. J'ai fixé l'écran avant de répondre. Son nom semblait étrange, comme s'il appartenait à quelqu'un que je connaissais autrefois. Quand j'ai finalement décroché, il n'y a eu aucune excuse, aucune inquiétude pour Noé, aucune reconnaissance de ce qu'il avait fait. Au lieu de cela, il a posé une question très spécifique: pourquoi les gens posent-ils des questions sur d'anciens dossiers? J'ai presque souri. Parce que pour la première fois depuis son départ, Arthur avait l'air nerveux. Pas en colère, pas confiant, nerveux. Je lui ai donné une réponse simple: la vérité finit toujours par trouver les gens. Puis j'ai raccroché. Ce n'était pas dramatique, mais ça faisait du bien. Vraiment du bien. Après cela, les choses ont commencé à avancer plus vite. Plus de registres ont fait surface. Plus d'incohérences sont apparues. Plus de gens se sont impliqués. L'histoire qu'Arthur avait construite pendant des mois a commencé à se fissurer. De petites fissures au début, puis de plus grandes. Le genre de fissures qui finissent par faire s'effondrer des structures entières. Et le plus satisfaisant, c'est que je n'ai rien eu à détruire. Je n'ai pas eu à crier. Je n'ai pas eu à menacer qui que ce soit. Je n'ai pas eu à jouer sale. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de continuer. Continuer à recueillir les faits, continuer à dire la vérité, continuer à me présenter. Les mensonges s'effondraient sous leur propre poids. Un par un, lentement, puis tous à la fois. Quelques semaines avant l'audience, mon avocat a posé un dossier épais sur la table. Il m'a regardé et a souri. C'était la première fois que je le voyais sourire ainsi. Nous avons assez. Juste 4 mots, mais je ne les oublierai jamais. Nous avons assez de preuves, assez de documents, assez de faits, assez de vérité. Pendant des mois, Arthur avait contrôlé l'histoire. Maintenant, cette histoire était sur le point d'appartenir à quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis que ma vie s'était effondrée, je n'avais pas peur de ce qui allait arriver ensuite parce que j'avais enfin compris quelque chose. L'audience n'était pas le début de mon combat. C'en était la fin. Le combat avait eu lieu pendant les nuits blanches. Les doubles gardes. Le parking de l'hôpital. Les jours où j'avais voulu abandonner et ne l'avais pas fait. L'audience allait simplement révéler ce qui était déjà devenu vrai. Arthur pensait qu'il m'avait tout pris. Ce qu'il n'avait jamais réalisé, c'est que lui survivre m'avait rendu plus forte qu'il ne l'avait jamais imaginé. Et très bientôt, tout le monde allait le découvrir aussi. L'audience a eu lieu près de 18 mois après la naissance de Noé. 18 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour passer d'un parking d'hôpital avec 12 € à une salle d'audience pleine de preuves. En y repensant, ce calendrier est important. Parce que les gens imaginent souvent que la justice arrive rapidement. Ce n'est pas le cas.
La justice est lente, douloureusement lente. Mais finalement, si vous refusez d'abandonner, elle arrive. Le matin de l'audience, je me suis réveillée avant le lever du soleil. Non pas parce que j'étais nerveuse, mais parce que je ne pouvais pas dormir. Pendant des mois, j'avais imaginé ce jour. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que je voulais que la vérité existe enfin quelque part en dehors de ma propre tête. Je voulais que quelqu'un d'autre voie ce que j'avais vu, comprenne ce qui s'était passé, comprenne ce qu'Arthur avait fait. Noé était chez ma sœur. À ce moment-là, elle était rentrée chez elle et était devenue l'une des rares personnes en qui j'avais vraiment confiance. Avant de partir, je suis resté un instant dans la chambre de Noé, le regardant dormir. Son petit lit de bébé avait été remplacé par un lit de tout petit. Son visage était différent maintenant, plus âgé, plus sain, plus fort. Tant de choses avaient changé, et pourtant tout ce que je faisais ce jour-là était toujours pour lui. J'ai embrassé son front, puis je suis parti. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais, moins dramatique, moins impressionnante. Pas de grands discours, pas de moments télévisés, juste des avocats, des documents, des témoins et des faits. Beaucoup de faits. Quand Arthur est entré dans la pièce, je ne l'ai presque pas reconnu. Pas physiquement, mais émotionnellement, la confiance avait disparu. L'homme qui avait autrefois disparu sans explication. L'homme qui pensait pouvoir tout contrôler. L'homme qui croyait que je ne riposterais jamais. Il avait l'air fatigué, inquiet, plus petit d'une certaine manière. Pendant une brève seconde, nos regards se sont croisés. Aucun de nous n'a souri. Aucun de nous n'a parlé. Il n'y avait plus rien à dire. L'audience a commencé. Au début, tout semblait douloureusement technique. Date, registre, transaction, documents de propriété, état financier. Le langage était sec, voire ennuyeux. Mais sous chaque document se trouvait une histoire. Mon histoire, l'histoire de ce qui m'avait été pris, pièce par pièce. Le premier grand tournant est survenu lorsque les signatures contestées ont été discutées. Je me souviens que l'avocat d'Arthur essayait de minimiser leur importance, essayait de les expliquer, essayait de créer le doute. Puis le témoignage des experts a commencé, et la pièce a changé parce que les faits ne se soucient pas des excuses. Plusieurs signatures ont été jugées incohérentes. Plusieurs documents ont soulevé de sérieuses inquiétudes. Plusieurs transactions sont soudainement devenues impossibles à ignorer. Pour la première fois de la journée, j'ai vu Arthur arrêter de prendre des notes. Son avocat s'est penché vers lui, a murmuré quelque chose. Aucun des deux n'avait l'air heureux. Des heures plus tard, les relevés financiers ont été présentés, transfert après transfert, document après document, chronologie après chronologie. Tout correspondait, la planification, la préparation, les transactions cachées, le déplacement des actifs, les mois de tromperie. Voir cela se dérouler était surréaliste parce que j'avais vécu ces mois. Je me souvenais de chaque rendez-vous chez le médecin, de chaque achat pour bébé, de chaque conversation dans la chambre de Noé, et maintenant la vérité était affichée sur un écran pour que tout le monde la voie. Pendant que je me préparais à la naissance de Noé, Arthur préparait sa sortie. Le contraste était dévastateur. Puis est venue Claire. Pendant des mois, elle avait existé comme une ombre sur toute l'histoire. Maintenant, son rôle était examiné publiquement. Les emails ont été examinés. Les communications ont été discutées. Les chronologies ont été comparées. Personne n'avait besoin d'aveux dramatiques. Les registres parlaient d'eux-mêmes. Et ils parlaient très fort. À un moment donné, j'ai regardé de l'autre côté de la pièce et j'ai vu Claire fixer la table. Elle ne m'a jamais regardé. Pas une seule fois. J'ai trouvé cela étrangement satisfaisant. Non pas parce que je la détestais, mais parce que pour la première fois, elle ne pouvait pas se cacher derrière des portes closes. Aucun des deux ne le pouvait. La vérité était enfin plus grande que leurs mensonges. En fin d'après-midi, l'élan avait complètement changé. On pouvait le sentir. Même sans formation juridique, même sans comprendre chaque détail procédural, la pièce semblait différente. La confiance avec laquelle Arthur était arrivé avait disparu. Ses explications s'affaiblissaient. Ses réponses se raccourcissaient. La certitude avait disparu. Et à sa place se trouvait autre chose, des conséquences. De vraies conséquences.
Lorsque l'audience s'est finalement terminée, la décision n'est pas venue immédiatement. Nous avons dû attendre. Une autre attente douloureuse. Une autre période d'incertitude. Mais cette fois, c'était différent parce que pour la première fois, je n'attendais pas dans la peur. J'attendais avec espoir. Plusieurs semaines plus tard, la décision est arrivée. Je me souviens encore avoir ouvert l'enveloppe, mes mains tremblant, mon cœur battant la chamade. Certains moments restent gravés à jamais. Celui-ci en faisait partie. La décision portait sur les transactions, les questions de propriété, la faute financière. Pièce par pièce, page par page. Et à chaque paragraphe, je sentais des années de poids se soulever de mes épaules. Non pas parce que tout était réparé. Certaines choses ne peuvent jamais l'être. La naissance manquée, la trahison, les nuits blanches, la peur. Ces choses ne disparaissent pas. Mais la responsabilisation compte. La vérité compte. Les conséquences comptent. Plusieurs actifs ont été ordonnés d'être restitués. Plusieurs transactions ont été annulées. Des enquêtes supplémentaires ont été recommandées. Et surtout, le registre officiel reflétait enfin la vérité. Pas la version d'Arthur. La vérité. Quand j'ai atteint la dernière page, j'ai posé le document et j'ai pleuré. Non pas parce que j'avais gagné. Mais parce que j'étais enfin libre. Libre de me remettre en question. Libre de me demander si j'avais tout imaginé. Libre de porter le fardeau seul. Le combat était terminé. La vérité avait survécu. Et pour la première fois depuis la naissance de Noé, j'ai ressenti la paix. Une vraie paix. Celle qui ne peut être achetée. Celle qui ne peut être gagnée. Tout cela parce que j'avais refusé d'abandonner alors que j'avais toutes les raisons de le faire. 1 an plus tard, la vie avait un aspect très différent. Pas parfaite, juste différente. Et honnêtement, c'était suffisant. La maison était toujours là. Les factures étaient payées. Pas toutes à la fois. Pas comme par magie. Juste un paiement à la fois. Un mois à la fois, une étape à la fois. La façon dont la vraie vie fonctionne. Noé avait tellement grandi que parfois il me semblait impossible de croire qu'il était le même petit bébé que j'avais tenu dans une chambre d'hôpital. Le même bébé dont le père n'est jamais venu le rencontrer. Le même bébé qui dormait à côté de moi pendant que je me demandais si nous allions tout perdre. Maintenant, il courait dans la maison en riant. Transformant chaque pièce en terrain de jeu, laissant des jouets partout, faisant des dégâts plus vite que je ne pouvais les nettoyer. Et d'une certaine manière, j'aimais chaque seconde de cela. Un matin, je me tenais dans la cuisine en préparant le petit déjeuner pendant que Noé était assis à table en train de colorier. La lumière du soleil entrait par la fenêtre, la même fenêtre que j'avais fixée pendant certains des jours les plus sombres de ma vie. Pendant un instant, je l'ai simplement observé. La concentration sur son visage, la façon dont il tenait ses crayons, la façon dont il souriait chaque fois qu'il était fier de quelque chose. De petites choses, des choses ordinaires, le genre de moments que les gens apprécient rarement tant qu'ils ne les ont pas presque perdus. Je pensais que le succès signifiait l'argent. Une maison plus grande, une meilleure voiture, une vie parfaite. Maintenant, je savais mieux. Le succès était la paix. Le succès était la sécurité. Le succès était de savoir que mon fils n'aurait jamais à se demander si sa mère se battrait pour lui parce que je le ferais toujours. Parfois, les gens me demandent si je déteste Arthur. La réponse les surprend. Non. Plus maintenant. La haine demande de l'énergie. Et j'ai dépensé suffisamment d'énergie à survivre. La vérité est qu'Arthur a cessé d'être le centre de mon histoire il y a longtemps. Au début, je pensais que l'histoire parlait d'un homme qui m'avait trahi. Puis j'ai pensé qu'elle parlait de tout perdre. Puis j'ai pensé qu'elle parlait de justice. J'avais tort. Cette histoire n'a jamais été à propos d'Arthur. Elle était à propos de Noé. Et elle était à propos de moi. Elle était à propos de la découverte de ce qui restait après que tout le reste ait été enlevé. Elle était à propos de trouver une force que je ne savais pas exister. La femme qui était assise sur ce parking d'hôpital avec 12,43 € sur son compte bancaire croyait que sa vie était finie. Elle avait tort, elle aussi. Ce n'était pas la fin. C'était le début. Quelques semaines plus tard,
Noé a commencé la maternelle. Le jour de sa rentrée, il a attrapé ma main alors que nous marchions vers le bâtiment. Il était nerveux. Moi aussi. Quand nous avons atteint la porte, il a levé les yeux vers moi et a souri. Puis il a couru à l'intérieur sans se retourner. Je suis resté là à le regarder partir, à regarder ce petit garçon qui avait survécu à chaque tempête avec moi. Et soudain, je me suis souvenu de l'hôpital, du placard vide, de l'argent manquant, des factures impayées, des nuits blanches, de la peur, de tout cela. Pendant des années, j'ai pensé que ces souvenirs feraient toujours mal. Mais en étant là ce matin-là, il me semblait différent. Non pas douloureux, juste lointain comme une tempête qui avait enfin passé. J'ai souri, je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture. Non pas en tant que victime. Non pas en tant que femme abandonnée. Non pas en tant que personne qui avait tout perdu, mais en tant que mère qui avait refusé d'abandonner. Ils ont essayé de tout me prendre. Mon mariage, mes économies, mon avenir, ils ont échoué parce qu'au final, j'avais toujours la seule chose qui comptait le plus, mon fils. Et ensemble, nous avons réussi.